Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Un projet unique en région a été réalisé par la Société d'histoire et du patrimoine de la Sarre avec la création de trousses patrimoniales. Pour nous en parler, je reçois Mme Anne-Marie Belland. Madame Belland, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Belland, parce que la Société d'histoire, ça commence à prendre de la place, et avec raison aussi, parce que les gens aiment se remémorer qu'est-ce qui s'est passé dans les premières années de l'Abitibi, et surtout dans notre coin ici, en Abitibi-Ouest. Si on parlait, en débutant là, de même, là, c'est quoi la Société d'histoire et du patrimoine? Puis, quel est aussi en même temps son rôle dans la population? D'accord. Alors d'abord, la Société d'histoire du patrimoine, c'est un organisme à but non lucratif, bien sûr. Et on a eu notre charte en 2001, donc on est encore toute jeune. Ah bien oui, c'est sûr. Mais on est très actifs quand même. Alors la mission, la principale mission, c'est de sauver de l'oubli tous les faits, documents, patrimoine, qui soient documentaires, bâtis, immatériels. En fait, c'est de sauvegarder notre histoire. On est encore jeune, mais c'est le temps de s'en préoccuper avant que les choses disparaissent. Oui, ça, par exemple, c'est vrai. Moi, puis c'est important. C'est important aussi de montrer aux jeunes ce qui était chez nous il y a peut-être, disons, au début des années 1900, au début du 20e siècle. Bientôt disons. 100 ans. Oui, exactement. Bientôt 100 ans. C'est important de montrer aux jeunes qu'est-ce qui existait à ce moment-là. Et c'est un peu le rôle de la Société d'histoire. D'ailleurs, pour remplir ce rôle-là, on reçoit bien sûr toutes sortes de dons, de legs, d'apports. Et ce qui est important, ça peut être des familles, bien sûr, parce qu'il y a toute l'histoire de nos familles, mais aussi des organisations et des industries, en fin de compte. Présentement, on a quand même des fonds assez importants. Entre autres, on a reçu dernièrement ceux de Normique Perron, dont on va devoir faire, bien sûr, tout l'archivage bientôt. Entre autres, dans les organisations, on a un fonds très important qui est celui du Club Rotary, entre autres. Donc, on peut recevoir les fonds des archives de ces groupements-là. Bien sûr, tout le monde a entendu parler du fonds du notaire Dominique Godbout. Ah, mon Dieu, oui. Oui, qui est assez volumineux, là, bien qu'on achève d'élaguer. Je vais vous expliquer c'est quoi l'élagage. Il devait en avoir, lui, parce que c'était terrible, parce qu'on allait le voir à son bureau. Moi, je suis allé le voir plusieurs fois à son bureau, puis mon Dieu. Mais il savait où étaient ses affaires. Nous autres, on n'aurait rien compris là-dedans, mais lui, il savait, par exemple. Oui. Et bien sûr, il y a toutes sortes de personnes qui nous apportent, ils ne savent pas trop est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Alors, ils nous apportent soit des objets, des documents, des photos, des vieilles factures, tout ça, c'est intéressant. Ce qu'on fait quand on reçoit, supposons que vous arrivez... Moi, j'aimerais savoir justement, là, exactement... qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Puis des fois, il y a des gens qui pourraient dire, moi, je pourrais leur prêter ça, mais non, moi, ça m'est trop cher à moi, là, je peux pas, là. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Alors, d'abord, je vais vous expliquer. Supposons que vous arrivez avec une boîte, puis vous dites, bon, j'aimerais ça que ce soit conservé, mais dans la famille, il y a personne qui s'intéresse. Peut-être qui s'intéresse à la Société d'histoire. Vous avez dans ça toutes sortes de choses. Bon. Alors, nous, on vous fait signer un contrat, en fait, un papier comme quoi vous nous remettez. Okay. Et aussi, dans ce contrat-là, il y a une clause qui dit que nous, on va faire selon les normes, on va faire un élagage. Donc, on va regarder ce qui est pertinent à conserver et ce qui ne l'est pas, on va vous rappeler pour vous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse. Okay. Alors, est-ce qu'on le détruit? Est-ce que, bon, si c'est par exemple des livres, on va parler tantôt de livres, est-ce que vous nous permettez de les vendre si jamais c'est des choses qui ne sont pas à conserver? Alors, une fois que ça c'est fait, qu'on s'est entendu sur qu'est-ce qui va être gardé, qu'est-ce qui va être détruit, qu'est-ce qui peut être donné ou vendu, là, à ce moment-là, nous, on va archiver selon les normes. Donc, on a un logiciel d'archivage qui s'appelle Archilog, qui est archivé selon les normes. Donc, ce qui fait que votre famille, dans vos arrière-petits-enfants ou vos arrière-arrière-petits-enfants, qui voudront voir ce que vous avez laissé à la Société d'histoire, viendront fouiller dans les archives et pourront consulter les photos, les documents que vous nous avez donnés. Alors ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe quand vous nous remettez des choses.
les gens nous apportent souvent des livres et des objets et bien sûr, on ne peut pas tout garder et tout n'est pas pertinent par rapport à l'histoire d'Abitibi-Ouest aussi. Exactement, oui. Alors, souvent, ces gens-là vont nous dire, bon, bien, faites-en ce que vous voulez. Et ça va expliquer tantôt notre fameux marché aux puces qu'on prévoit de faire bientôt. Alors, des fois aussi, c'est des gens du conseil qui vont les membres du conseil d'administration qui vont nous donner des choses. Donc, ça va être pour le marché aux puces dont on parlait tantôt. Alors, une fois ça tout fait, bien sûr, c'est pas juste notre seul objectif de conserver les choses et de les préserver. C'est de les préserver pour l'avenir, mais aussi pour les gens maintenant et faire connaître et en fait susciter de la fierté pour l'histoire, pour notre histoire et pour ce qu'on a. Ça, c'est important, exactement. C'est faire connaître. Oui, surtout, là, très important. Primordialement, c'est faire connaître qu'est-ce qui s'est passé dans les années X, les années 1920, 1930, ou peu importe. C'est de faire connaître et on y va aussi avec de merveilleuses pochettes aussi. Oui, parce que ça, c'est un de nos devoirs auprès des jeunes, de l'éducation. Okay. Et tout le monde se dit, bien, on connaît très peu notre histoire. Hein? On connaît plus l'histoire des gens de l'extérieur, d'autres pays, souvent, que notre propre histoire. Et ça, c'est un de nos devoirs et on peut le faire de différentes façons. Auprès du public, c'est sûr qu'on fait des expositions. Bon, on prévoit faire des conférences un jour quand on aura un petit peu plus de disponibilité ou enfin pouvoir engager des gens pour le faire. Mais auprès des jeunes, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour, en fait, outiller les gens qui sont auprès des jeunes? Parce que nous, on ne peut pas tout faire. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on arrive à notre fameuse Moi, je veux en revenir, c'est ça. Bon, exactement. Moi, là, il y a 32 pochettes, 15 fichiers et des thèmes. Bon, ici, là, on en a ici, là, bon, il y en a une ici, entre autres, ici, qui parle de la foresterie. OK? Bon, vous en avez d'autres ici qui parlent les ponts couverts. Bon, celle-là ici, c'est les municipalités. C'est ça, ce sont les municipalités. Donc, toutes les municipalités d'Abitibi-Ouest. OK. Vous en avez combien? Ça, bon, alors, on a 32 pochettes comme ça. Alors, ce sont 32 thèmes différents. 32 thèmes différents. Et chaque thème, on a, dans chacun des thèmes, dans chacune des pochettes, on a des fiches. En tout, si on considère en gros ce qu'on a de fiches jusqu'à maintenant, on a une cinquantaine de fiches, c'est-à-dire une cinquantaine, 500, 50 fois 50 oui, fois 10, okay. 500 fiches de réaliser à date. Et sur chacune des fiches, bon, entre autres, là, je suis les municipalités. Vous avez une pour chaque municipalité. Donc, vous avez des photos d'un côté. De l'autre côté, vous avez de l'information. Bien sûr, les municipalités ont produit des livres à l'occasion de leur 50e, 75e. Et c'est souvent à partir de là qu'on est allé chercher l'information ou aussi un peu de recherche. Alors, bien sûr, on a des sources, nous aussi, à oui, c'est sûr. Alors, concernant la foresterie, on s'est servi des toiles de monsieur... parce que je vais le nommer, j'ai encore un problème. C'est des toiles qui ont été faites, auxquelles on a eu accès. C'est une collection qui existe à la Sarre et qui raconte un peu toute l'historique, comment ça se faisait, la foresterie autrefois. Alors, on s'est servi de ces toiles-là et à l'endos, on a l'information, comme ici, bon, la fameuse soirée traditionnelle au camp. Alors, vous avez toute une série de fiches, et c'est M. Hubert qui avait produit ces toiles-là, qui existent, qu'on peut admirer, bien sûr, à la Commission des loisirs à la Sarre, mais on en a fait des photos pour expliquer comment ça se passait à la foresterie autrefois. Alors, vous en avez 32? 32 pochettes, et on n'a pas terminé. Et mon Dieu! On a beaucoup de thèmes possibles. Ça se situe entre quelle année? Nous, on a parti du début de 1907 environ, parce que la région, là, ça commençait plus dans ces coins-là. Nous, à la Sarre, on a fêté le 100e anniversaire des premiers arrivants l'an dernier. Oui, c'est ça. Mais quand on parle de premiers arrivants, c'est vraiment quelques personnes qui étaient là avant. En 1908, là, on parle de 8, là, c'est ça. Exactement. Alors, ça couvre de 1907 parce qu'il faut penser que Val-d'Or, excusez-moi, je suis en train de... que la Reine est un petit peu avant la Sarre aussi. Alors, donc, ça couvre jusqu'à 1960. Mais notre but, bien sûr, est à un moment donné de documenter de 60 à nos jours. Mais pour commencer, on va continuer dans les thèmes qu'on a entrepris parce que
Il y a des choses très intéressantes. Par exemple, des métiers qui ont disparu, comme ferblantier, forgeron. Oui, exactement. Là, on peut documenter les objets, comment ça se faisait, mais ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir les photos de ces personnes-là dans chacune des paroisses. Dites-moi une chose, Madame Bélin. Produire une trousse, elle, là, la foresterie, est-ce qu'elle est terminée ou il va se rajouter autre chose à ça? Il est possible qu'il s'ajoute des choses. La foresterie, celle-là, il est possible bon, vu que c'est l'historique, celle-là va peut-être rester telle quelle, mais il est fort possible qu'on ajoute, par exemple, toutes nos industries forestières dans d'autres pochettes. Ça fait combien de temps que vous montez ces trousses-là? Parce que moi, je les vois, là, puis c'est vraiment bien fait, puis les détails sont nets et précis. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 3 ans qu'on a commencé. Et c'est grâce à l'aide du ministère de la Culture et des Communications, parce qu'on a fait une demande de subvention, et donc on a obtenu 14 000 $ du ministère de la Culture et des Communications, et maintenant on dit conditions féminines en plus. Alors, pour bâtir... Et au départ, on s'était dit, bon, une valise pédagogique comme il y en existe partout. Et puis, on s'est dit, c'est quoi la meilleure façon, quelle serait la façon la plus pratique à utiliser pour que ce soit accessible au plus grand nombre possible et facile. Et Madame Pauline Vallée, qui est la marraine, on devrait presque dire la mère de ce projet-là. Alors, Madame Pauline Vallée a dit... faut trouver une autre façon de faire que des livres. Alors, elle a eu l'idée de ces pochettes avec les fiches. Et puis, je veux dire que c'est une idée assez brillante parce que ça va permettre aux écoles ou à d'autres groupes, c'est pas ça, seulement exactement, les écoles. Parce qu'on va parler, là, à quoi ça va servir, ces trousses-là. On parle d'animation, on parle pour les visiteurs, on parle également pour le tourisme, une visiteur et touriste. Ça va éduquer les gens aussi, parce que il y a des gens qui viennent, supposons, de la Gaspésie, qui ne connaissent pas l'Abitibi, parce que nous autres, on ne connaît pas la Gaspésie beaucoup aussi. Donc, ça va aider ces personnes-là à connaître notre coin de région. Oui, c'est accessible à tous les gens qui viennent nous visiter, mais par rapport aux organisations et aux écoles, on peut aussi prêter. Alors, si, par exemple, je ne sais pas, moi, un club d'âge d'or veut organiser une activité, je ne sais pas, sur les soirées d'autrefois, je donne un exemple. Puis ils peuvent partir de nos fiches. Tout comme dans les écoles, un professeur, on sait qu'en 4e ou 5e année de l'élémentaire, on parle de la paroisse, en fait, on voit l'histoire et la géographie de notre milieu proche. Eh bien, ils peuvent utiliser une de nos pochettes, soit comme point de départ ou comme point d'arrivée, parce que comme point de départ, ça peut susciter l'intérêt des élèves et les amener à faire des recherches plus approfondies. Exactement. Et je pense que ça peut être des très beaux complices pour nous documenter, nous aussi, parce qu'il peut y avoir un retour. Oui, exactement. Madame Bélin, il reste très peu de temps. Je vais parler du marché aux puces. Oui, justement. Alors, comme je vous ai dit tantôt, on ne peut pas tout conserver et les gens souvent nous disent « faites ce que vous voulez ». Et entre autres, concernant ce marché aux puces qui va avoir lieu du 16 février au 1er mai. Donc, dans nos locaux, dans notre salle d'exposition, on va afficher... Ils sont situés à quel endroit? Ils sont situés sur la rue principale, au 187, là, juste à côté de la Maison de la Culture. D'ailleurs, on a une très grande affiche. Anciennement, les bureaux du notaire Jules Lavigne. Alors, dans nos locaux, il va y avoir tous les livres qui nous ont été donnés, entre autres, par nos administrateurs et aussi des livres qui nous ont été donnés par des gens et qu'on ne pouvait pas conserver parce que c'est soit des romans, soit des livres qui ne concernent pas notre histoire en Abitibi-Ouest. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on couvre Abitibi-Ouest. Quand on parle région de la Sarre, on parle de toute l'Abitibi-Ouest. Donc, c'est des objets et des livres qu'on va offrir aux gens qui voudront. Il y a des belles collections en anglais, entre autres, toute la collection des magazines géographiques. OK, exactement. Alors, ce sera les heures d'ouverture, c'est du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. En terminant, très vitement, on arrête à 1960. Il y aura une suite possible. Oui, on continue. On est en train de travailler là-dessus. Je pense qu'on en a encore pour plusieurs années. Madame Bélin, merci beaucoup de votre visite à cette émission. C'est vraiment très intéressant et vous féliciterez Madame Vallée, c'est ça? Oui, Madame Vallée également. Merci, Madame. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Recevoir le titre de maître éleveur de Holstein Canada.
est une, sinon la plus haute distinction attribuée au plan national. Alors, nous recevons ce récipiendaire, M. Régis Bégin. Monsieur Bégin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. D'abord, on vous félicite. C'est la première chose qu'on se permet de faire. C'est toutes nos félicitations parce que c'est un prix prestigieux. J'en suis persuadé. Vous allez l'expliquer tantôt, à savoir c'est quoi exactement. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un tel honneur? Bien, d'abord, je voudrais vous remercier pour les félicitations. Juste préciser que un honneur comme ça, c'est très valorisant au niveau personnel, bien sûr, parce que c'était d'abord un rêve que j'avais quand j'ai commencé en élevage. C'est une très grande fierté aussi d'avoir pu le faire avec la personne que j'aime, qui partage ma vie, soit Nathalie, mon épouse, puis mes 3 enfants. Ça, c'est vraiment un travail d'équipe, puis ça nous solidifie, je vous dirais, tous les jours de notre vie, que pouvoir travailler d'un projet de vie commun comme ça, qui est une ferme laitière. C'est ça. C'est sûr qu'on va faire tout de suite une parenthèse, on va l'ouvrir parce que vous avez dit un mot qui est excessivement important, le rôle de votre épouse dans ça. Je suis persuadé que c'est un rôle de soutien au départ, ça c'est certain, mais c'est un rôle très actif. Elle prend part à la ferme beaucoup. D'abord, on a formé, quand on a acheté l'entreprise de mes parents en 1990, on a formé une société 50-50 avec Nathalie, puis c'était très important parce que le partage des tâches se fait selon nos aptitudes de travail aussi. Okay. Puis Nathalie est bien compétente dans ce qu'elle fait, puis sans elle, j'aurais pas pu réaliser un rêve parce que j'aurais dû faire d'autres fonctions sur la ferme qui ne me permettaient pas de préciser davantage sur l'amélioration génétique du troupeau. Mais il faut aimer. Ah, c'est une passion. C'est une passion parce que on regarde depuis quelques années dans les journaux, à la télé, à la radio, on en parle. On regarde ça, puis c'est difficile l'agroalimentaire depuis quelques années passées. Puis il y a des fermes qui sont obligées de fermer. On est obligé de se débarrasser de plusieurs troupeaux parce qu'on n'est plus capable, on n'arrive plus. L'aide ne vient pas. La température nous joue parce que vous êtes attaché à la température, c'est certain. Donc tout ça mis ensemble, on dit que les fermes qui sont encore debout aujourd'hui, c'est très difficile. Est-ce que c'est aussi difficile que ça? On parle toujours de point de vue rentabilité. Bien, c'est un combat quotidien, je vous dirais. Il faut toujours trouver l'idée qui va nous rendre plus efficaces au niveau des revenus, des dépenses, pour en venir avec un bénéfice qui nous permette de tirer notre épingle du jeu. Nous autres, en production laitière, bien, on a encore un outil qui travaille fort pour nous autres. Ça s'appelle la gestion de l'offre. Okay. On a des quotas pour notre production annuelle. Puis ça, ben, ça nous garantit un revenu quotidien à tous les mois, puis qui nous permet de mieux planifier. Ça, c'est différent un petit peu des autres productions, mais quoi qu'on n'a pas de certitude par rapport à ça, parce que la question de l'offre, présentement, est discutée à sa table OMC. Ah, okay. Fait que tout ça mis ensemble, c'est... Il faut être un passionné. Ah, il faut être un passionné. Exactement. Et vous en êtes un. J'aime beaucoup ce que je fais. Bon, si on revient à ce prix-là de maître éleveur de Holstein Canada, quel est ce prix exactement? Devenir maître éleveur, ça part c'est à partir du nombre d'enregistrements qu'on va faire par année. Il y a différentes catégories d'enregistrements. À partir du moment qu'on fait des enregistrements au Holstein Canada, on fait partie du calcul des points par catégorie d'enregistrement. À partir du moment, ça se fait sur une période de 14 à 16 ans, que les points sont cumulés. Ah, oui. Fait que c'est de longue haleine. Ben oui, je vois ça. Puis, dans chaque catégorie d'enregistrement, il y a un certain nombre d'éleveurs qui sont émérites. Comme moi, ça part de la catégorie 5 à 9 enregistrements, 10 à 14 et ainsi de suite jusqu'à 50-60. Moi, j'étais cette année dans la catégorie des 10 à 14 enregistrements par année. Depuis 16 ans, on a eu une moyenne de 12,06 enregistrements par année. Qu'est-ce que vous appelez enregistrement? C'est un veau qui naît
qu'on l'enregistre dans un livre généalogique de l'association de l'association Holstein Canada. Et vous en avez enregistré 12,06 par année. OK. Ouais. Fait que c'est ce qui fait... Parce que vous ne faites pas application à non, ça. c'est automatique à partir des enregistrements. Puis par la suite, les points sont cumulés avec les performances de production, les gros protéines des bêtes et de conformation, la morphologie de la bête. Fait que mieux qu'elle est conformée, la bête, ben elle a des chances de vivre plus longtemps, donc la rentabilité. Parce que un titre comme ça, quand on regarde à la bonne gestion d'une entreprise, les vaches qui nous ont amené des points, les bêtes qui nous ont amené des points, c'est directement relié avec la gestion de l'entreprise, la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité. Ouais. Fait que tout ça, mais ça forme un tout. C'est ça. C'est ça qui est réellement, là, parce que il y avait peut-être des gens qui pouvaient penser que, bien, garde, on va faire application, puis on applique au titre de maître éleveur Holstein du Canada. Si on l'a, OK, si on l'a pas, OK. Mais c'est pas ça, là. C'est pas ça. Puis quand on pense, là, que ça fait 16 ans. C'est 16 ans, oui. Comme moi, on peut pas le revoir avant 14 ans, là. Ah, OK. C'est à toutes les... OK. Ouais. Ah, mais c'est quand même vraiment extraordinaire parce qu'on parle de travail méticuleux, de sélection et d'amélioration génétique. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? D'abord, le travail d'amélioration génétique, ça part bien sûr de la production. Plus qu'une vache va produire, ben plus qu'elle va être payante pour ses propriétaires. OK. Au niveau du lait, et aussi des composantes, gras et protéines. Fait que plus les composantes sont élevées, ben le prix du lait il est plus élevé de la même façon. Quand on parle aussi de l'amélioration génétique, il est aussi question de la morphologie de la bête, parce qu'on se dit en bon gestionnaire qu'on essaye d'être, plus qu'une bête va durer longtemps, plus qu'elle va être payante, qu'elle va produire de lait dans sa vie, puis du même fait, quand on a la longévité d'un troupeau, bien, on a besoin d'en élever moins pour le remplacement. Fait que ça, c'est une économie, là. Ben oui, une économie directe là, sur les coûts de production d'une entreprise. Fait que la longévité d'une bête puis sa production, c'est deux critères bien, bien importants dans l'amélioration génétique. Ça veut dire par là, ça veut dire que vos animaux, pour vous autres, excusez l'expression de que je vais prendre, mais c'est de l'or en barre. Ils nous font bien vivre. Ils vous font bien vivre Oui. et vous le méritez. En plus de ça, M. Mégin. Bon, moi, là, il y a une chose. Je connais pas ça. J'ai jamais été un cultivateur, malgré que j'admire ces personnes-là, parce que je sais fort bien que eux autres, les heures de travail, les journées sont excessivement longues. Puis même quand on arrive au foin, puis tout ça, c'est presque du lever du soleil, puis même il fait noir, puis vous êtes encore dans vos champs à travailler. Moi, je n'ai que de l'admiration sans borne pour ces personnes-là. Puis, mais ne connaissant à peu près rien dans ça, il y a une chose qu'on entend parler très souvent. Ah, c'est une belle Holstein. C'est quoi cette race-là? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est la meilleure? C'est quoi la race Holstein? C'est une race de vache laitière qui se caractérise par son pelage qui est noir et blanc. Okay. C'est une vache qui a été développée génétiquement pour être grosse, être capable de manger beaucoup de quantité de fourrage. Donc, avec moins de grains possible, elle va faire plus de lait. Donc, il y a une rentabilité là. C'est une vache qui est... au Québec, au Canada, je vous dirais à peu près entre 90 et 95% des éleveurs l'utilisent pour sa raison de rentabilité. C'est une vache qui est plaisante à travailler, qui a un excellent caractère, qui est douce. Puis, Est-ce que c'est malin? Je m'excuse de te poser une question de même, mais parce que moi, ces animaux de ferme-là, je me tiens un peu loin de ça, parce que c'est tellement gros qu'une Holstein de même, est-ce que c'est malin? Qu'est-ce que ça fait pour... si une vache est maligne, elle va faire quoi? Êtes-vous en danger là-dedans? C'est quoi là, qui se passe? c'est des bêtes qui ont un très bon comportement puis qui aiment la présence de... Ils aiment une présence humaine. Oui, puis ils aiment ça quand on lui porte attention, puis ça, ils nous le rendent bien, ça. Ah oui? Oui. Il va arriver à l'occasion là, qu'une bête peut avoir... une déviance génétique, mais c'est très, très rare. C'est très, très rare. En production laitière, là, il y a un contact assez proche avec ces bêtes-là, puis on est avec eux autres, on passe nos journées avec eux autres.
Parce que je lisais déjà, il n'y a pas longtemps, il y avait même une annonce télé, qu'on nommera pas le commanditaire, mais qu'il y avait une annonce télé qu'on voyait un cultivateur qui parlait à sa vache, une belle grosse vache noire et blanche. Il l'appelait princesse. Donc, ce sont des princesses. C'est ça. Ben oui. Chez nous, ils ont tous le nom, puis ah oui? C'est pas des numéros, c'est des noms, puis quand on lui parle... Mais vous en avez combien? Chez nous, j'ai 85 têtes au total, donc 45 vaches. Alors, il y a 45 noms différents. Oui. Vous êtes sérieux? Oui, puis je les connais toutes. Ben voyons donc. Puis il n'y en a pas une de pareille pour moi, ils sont toutes différentes, puis... Vous n'êtes pas sérieux? Oui. Ben mon Dieu Seigneur. Puis chaque taureau va dans chaque bête. Chaque bête a son taureau, puis on travaille avec des centres d'insémination artificielle pour l'amélioration génétique. Okay. Fait que chaque bête a ses forces, puis ses côtés morphologiques qu'on peut améliorer. Fait qu'à partir de ça, on choisit le taureau qui va dedans. Puis... Fait que là, vos 45 princesses sont là. Puis, OK, celle-là, c'est elle, celle-là, elle s'appelle. Oui. Oui. Parce que pour moi, ils sont tous pareils. Oui, je comprends ça. Tous pareils. Non, moi, je pourrais jamais différencier ça. Votre ferme, elle existe depuis combien de temps? C'est la 3e génération, nous autres, avec Nathalie, mon épouse. Mon grand-père, quand il a colonisé au début des années 30, au 32, je crois, il a défriché cette lot de terre-là, l'eau 53 en à Saint-Germain. Okay. Puis la première bâtisse, la grange étable, a été bâtie en 40. Puis après ça, il y a eu des améliorations constantes qui ont été portées. Mes parents ont acheté de mes grands-parents en 1960. Puis moi et Nathalie, c'est 1990, janvier 90, qu'on était la 3e génération. Moi, j'aimerais juste revenir parce qu'il y a une question que j'ai oublié de vous poser, qui est très importante aussi. Lorsque l'on reçoit un prix comme ça, on parle d'experts qui viennent sur votre ferme. Ça vient de où, ces personnes-là? OK. On les appelle les classificateurs. Ça, c'est du personnel qui sont à l'emploi d'Hosting Canada. Okay. Puis c'est un service qui donne pour évaluer la morphologie de la bête. Ça, les rondes de ça, c'est à tous les 3 mois et demi. À peu près, en moyenne. Fait que ces gens-là, on cédule, c'est un service qu'ils donnent, donc il faut s'inscrire à ce service-là. Puis c'est ça, ils viennent nous visiter, puis ils évaluent les bêtes, tous les premiers veaux, les bêtes de 2 ans qui ont eu le premier veau, puis ils reclassifient aussi ceux qui pourraient avoir gagné des points au fil des années. Parce qu'une bête, ça s'améliore comme ça peut se détériorer. Ils viennent de où, ces personnes-là? Quand vous dites qu'ils travaillent pour Holstein Canada, mais ils viennent de où? Est-ce que ce sont des gens de la région ou de l'extérieur de la région? Déjà, c'est des gens surtout de l'extérieur de la région, mais tout récemment, il y a justement un petit gars de Macamic qui était classificateur pour Holstein Canada, M. Vincent Chrétien, qui est aujourd'hui à l'emploi de la coop agricole depuis l'été passé. Vincent, il a travaillé pendant... Je dirais 5-6 ans pour Holstein Canada, classifier des vaches. Là, on parle d'une 3e génération qui est sur cette ferme-là, mais vous en visez une 4e génération. On rêve de ça parce que cette ferme-là, moi, j'y ai toujours travaillé depuis que je suis tout jeune. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui est bien de la valeur. C'est plus qu'un métier, c'est un mode de vie. Puis je tiens vraiment à transférer cette entreprise-là. Bien, on vous le souhaite, M. Bégin. Puis félicitations également à vous, puis félicitations à votre épouse également, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce que ce sont des personnes qui sont excessivement importantes dans nos vies, ça on le sait. Puis félicitations à vous et à elle. Puis encore une fois, bien, on vous souhaite le plus d'honneur possible. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.